c'est vrai, la Tanzanie, c'est un bel pays. Parce que, bon, avec, par exemple, les animaux sauvages, c'est vrai, on en a assez. On en a assez et puis on a presque tout, tu vois. Oui. Oui, et puis le pays est calme toujours, il n'y a pas de... Donc il fait bon vivre. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est le vrai, on peut le dire, c'est le vrai... Moi, j'ai toujours dit, c'est le vrai Afrique. Tu vois, c'est vrai noir parce qu'on n'est pas mélangé, tu vois, c'est vrai. Ah ouais. Oui. L'Afrique, c'est la Tanzanie. C'est la Tanzanie. Ça, c'est toi qui l'as dit. Si la lecture de 5 semaines en ballon me plonge dans l'Afrique imaginaire de Jules Verne, en revanche, les écrits des grands explorateurs du XIXe siècle me ramènent à une autre réalité de ce continent. En effet, David Livingstone, Mary Kingsley et bien d'autres encore ont connu la chaleur, les maladies et parfois même l'hostilité des indigènes. Des journées pour eux bien réelles. Bien réelles pour nous aussi, comme ce safari qui signifie voyage en swahili. Laissez-moi vous présenter Eric, organisateur de notre safari, Fraudi, chauffeur et guide qui va se révéler d'une importance capitale tout au long du circuit, ainsi que mes compagnons de voyage, Jacques, photographe animalier, Bernard, une encyclopédie vivante, Gérard, doté d'un humour à toute épreuve, et Marie-Josée, voyageuse dans l'âme. Tous photographes ou vidéastes. Au revoir. Eric, plaisir. Et alors, ce qu'il dit, ils avaient des problèmes entre Tanzanie et Kenya, parce que les Kenyans... À la table d'orientation, Fraudi fait un survol de la région que nous allons découvrir ensemble. Voilà. Bon, on est arrivé par là, hier. On a fait le parc du Manyara. On était de ce côté, parce que ce côté c'est au dehors du parc. Et puis on est passé la nuit ici de l'hôtel du Manyara. On a fait la piste jusqu'à Karatu. On est arrêté dans une station d'essence. On a continué. Maintenant nous sommes ici là. On commence à monter jusqu'à 2300. C'est sur la crête. Et puis c'est là où on voit la crête du Ngorongoro, il y a un lac. Quand il pleut maintenant, le lac il est un peu plus gros. Et puis on va suivre la crête jusqu'à ici. On descend vers la plaine. Et puis le village Maasai, il est où? Ah, alors là, le village Maasai, on va le trouver oui, par là. Oui. Par là, en ici, gros, par là. Ici, là. Ah, d'accord. Oui. C'est parce que c'est presque à sur la fin pente. du... Oui, ici, là. Et au bout, le lac Natron, donc, qui est aussi oui, une région c'est là où il fait très chaud. Hein. Très chaud, là, c'est très chaud, c'est très sauvage. Il y a aussi des Maasai qui habitent, parce que toute cette vallée, tout ça c'est le pays Maasai, toute cette région-là. C'est là les flamands qui naissent. Hein. Oui. Et puis, donc, sur le retour, on viendra voir les Azad. C'est par ici, c'est les Azabés qui se trouvent dans la région. Oui, les Azabés, on revient jusqu'à... On a vu la bifurcation. Ici, là. Oui, je crois. Oui. Ah, c'est là la bifurcation, oui. On va prendre cette piste. Et puis après, on continue vers Seronera, c'est pas là. Et puis c'est là qu'on va rester 10 jours. Quand on est au Seronera, on verra, parce que c'est la nature qui va nous attirer. C'est la nature qui va nous attirer, nous dit Fraudi. C'est bien vrai, car ce continent dégage une profonde impression pour les voyageurs que nous sommes, un inexplicable désir de le découvrir. Certes, l'Afrique possède encore de grands espaces, des racines, des traditions, une nature intacte et sauvage, ainsi que des tribus encore exceptionnelles. Cette terre attire toujours ceux qui sont encore capables de la respecter. L'Afrique de l'Est est sans conteste le paradis de la faune sauvage.
Je ne sais si ce petit lionceau est vraiment au paradis, mais pour l'heure, le calme et la sérénité de sa mère ne m'en fait pas douter. Pour autant qu'il ne croise pas un prédateur mal intentionné, il va grandir pour devenir un chasseur redoutable. Redoutable, car pour le petit zèbre, il n'en sera peut-être pas de même. Un jour, ils se rencontreront. Redoutable aussi pour le faon de l'impala. Comme les gazelles de Grant ou de Thompson, la harde vit dans des espaces dégagés et repère ainsi les prédateurs à distance. Redoutable sera le roi des animaux. Dominant la savane, il contemple avec indifférence les espèces qui l'entourent, des proies éventuelles plutôt que des compagnons de chasse. Durant des millénaires, lions et Maasai se sont livrés une lutte sans merci. Mais lorsque le Maasai affronte le lion, il ne se contente pas d'abattre l'ennemi de son troupeau. Son combat prend une dimension rituelle sacrée. Armé de sa seule lance, d'un bouclier de peau et de sa connaissance de l'animal, il doit prouver sa valeur de guerrier en tuant un lion. « Atari Simba !» crient les Maasai à l'approche du fauve. De nos jours, chasse-t-il encore le lion? Bon, les Maasai, c'est pas comme avant. Avant, ils étaient tués les lions pour s'il y a quelqu'un qui va se marier ou je sais pas quoi, il faut tuer un lion et mettre la tête dans... la tête dans les parois des filles. Bon, mais maintenant, ils ont toujours la lance, mais c'est pour faire la défendre. S'il y a un lion qui va essayer de chasser les troupeaux, lui, il va avec sa lance pour... Des fois, oui, ça arrive de les tuer parce que si les lions ils sautent sur les Maasai, oui. Mais les Maasai, ils attendent jusqu'à... Ils trouvent que c'est vraiment danger. Bon, c'est le moment... Les jeunes Maasai reçoivent un enseignement entre 5 et 12 ans, qui est aujourd'hui l'une des grandes priorités du pays. Un chant sur la beauté de leur contrée nous est offert en guise de bienvenue. Dans les années 1950, les Maasai furent expulsés des réserves naturelles où ils cohabitaient avec la faune sauvage depuis fort longtemps. Le gouvernement décida de les retirer, prétextant entre autres que les touristes, principale source de devises, ne voulaient voir sur leurs photos que des animaux sauvages sans leur troupeau de vaches. Mais depuis quelques années, dans les limites de la réserve du Ngorongoro, à l'extrémité sud du parc du Serengeti, les Maasai sont à nouveau autorisés à faire paître leur bétail parmi les animaux sauvages et sans nuire à l'écosystème, à l'esthétique des paysages et au plaisir des touristes. Mais certains sont devenus des Maasai cartes postales, pour la grande joie des photographes. Ils vendent également divers ornements. Ce folklore sur mesure fonctionne très bien. Chacun peut se laisser piéger. 90% des touristes s'en contentent d'ailleurs. Comme cela, ils n'envahissent pas les rares villages où les Maasai peuvent encore vivre comme de vrais Maasai.
Cet attrait pour les animaux sauvages va nous mener au cœur du Serengeti, parc national créé en 1951, comprenant une superficie de 14 760 km². J'ouvre grand les yeux. L'attente est parfois longue, mais passionnante. J'attends la moindre apparition. Caméra au point. Mais avec beaucoup de patience, nous avons toujours de la chance. Alors, place aux images. Gérard, tu as vu sur les capots? Sur les capots. Je dis oui, par contre, et là. Ouais, moi je fous un coup. Hein. Fais gaffe, et alors. Tu fous un coup. Il sort son zizi encore, regarde ça. Fraudy, je crois qu'il faut mieux qu'on parte. Mais t'as vu, hein? Faut pas prendre de risques inutiles. Dans l'hémisphère sud, au début du mois d'avril, c'est la saison des pluies. Mais nous aurons tout de même de la chance, car le soleil est au rendez-vous. Alors tant pis pour les gros nuages au fort contraste qui attirent les photographes. En fait, chaque ciseau a son paysage. Tu vois? Et puis, on ne dit pas, bon, il faut venir à la saison sèche parce qu'on voit beaucoup des animaux, il faut venir à la saison la pluie parce que c'est bien vert et tout. Bon, pour avoir les animaux, c'est la chance qui compte toujours. Et puis avec des ciseaux, chaque ciseau a son paysage. Si moi je peux te le dire, il faut venir à la saison verte et à la saison sèche. Tu vas trouver la différence. Tu peux le dire, bon, c'était pas ici on était. Parce que ça change complètement. Oui. Conclusion, il faut y revenir plusieurs fois. Pas moyen d'être tranquille, pensait Tisrandi Demeli, venu se reposer sur les plus hautes branches de ce cassia où chacun est en quête de sa nourriture. Que ce soit de l'infiniment grand à l'infiniment petit et à l'infiniment vaste, le Masai Mara est le prolongement de la réserve du Serengeti. Ici, pas de frontières pour les animaux. Ces deux réserves font partie du même écosystème depuis 1 million d'années. Défini par la migration des herbivores, il montre à lui seul que même les grands troupeaux ne détruisent jamais leur pâturage. Foulée par un trop grand nombre de sabots, la savane devient improductive. Alors, les troupeaux migrent à temps et un jour ou l'autre, la pluie fera reverdir les surfaces pelées. Il n'est pas rare de voir un animal danser dans le troupeau. Ce n'est pas pour plaire à ses congénères, mais certainement pour démontrer à un éventuel prédateur qu'il est en bonne santé. Nous retrouvons le petit zèbre. Dans quelques semaines, la migration commencera pour lui et les gnous. Si un zèbre se roule dans la poussière, immédiatement imité par un second, c'est tout simplement pour entretenir son pelage.
Loin de là, le regard de ce groupe de lionnes n'a rien perdu de la scène. Nous savons que leur technique d'encerclement est efficace, surtout lorsque plusieurs femelles s'associent. Mais cette chasse sera remise à plus tard. Il fait trop chaud, car le soleil est au zénith. Tous mes sens sont en éveil et me font oublier mes compagnons de voyage. Il y a une fraction de seconde, j'étais envoûté par cet univers merveilleux. Brusquement, leurs éclats de voix me font tressaillir. Ils me ramènent à la réalité. Enfermés toute la journée dans la Jeep, nous éprouvons le besoin de nous défouler, de partager un repas frugal sous le regard intrigué de jeunes crivets, toujours prêts à jouer ou à nous dérober nos biens. Nous entamons des conversations hautement philosophiques sur nos congénères. Hein, Gérard? Oui. Ils nous ont fait une fleur hier soir, hein? Oui. Dans le lit. Ah oui? Tu vois, comme tu pensais que c'était moi, il y avait une ouverture. Ouais, mais c'est qu'on les reconnaît de loin aussi, les homos, hein, maintenant. Hein. Mais ils sont quoi, tu vois, ils sont super jeunes. Ouais, c'est ça, mais c'est pas bien sérieux. Hein. Ça doit être notre petite copine qui a été à Genève et tout ça, là. Hein. Ouais, ouais. Et elle qui a dit, tiens, je vais les gâter un petit peu. Moi. Elle a de beaux yeux. Elle est belle cette fille, hein. Ouais. Est-ce que vous avez lu ce qu'il y a de marqué là? Serengeti is one of the purest drinking waters in the world. The high purity is achieved using Swiss technology. Quoi, la bouteille? La bouteille ou l'eau? Non, le traitement de l'eau. Ah, le traitement de l'eau, ah. La haute pureté. Sans eau, pas de vie. Toute la vie sur Terre est tributaire de l'eau. Si l'eau est indispensable pour l'homme, il en va de même pour les animaux. Ce n'est pas cet hippopotame qui va me contredire. Mais pensons-y, l'eau potable commence à se faire rare. Nous allons de ce pas rendre visite à une famille Mangati. L'eau, le feu et l'air sont trois éléments inséparables de la vie de tous les jours, comme pour cette famille de forgerons. Pour eux, le feu et l'air sont des ressources de leur vie ordinaire. C'est au son du berimbau et du soufflet que leurs journées sont rythmées. Du matin au soir, aidés par une épouse, ils vont confectionner des outils du quotidien qu'ils revendront sur les marchés locaux. La forge se situe en dehors du village pour deux raisons. La première est le risque d'incendie, la seconde, mystique. Le métier de forgeron se transmet de père en fils. Pour nous démontrer sa dextérité, il va manufacturer un bracelet en laiton qui restera pour Marie-Josée le souvenir de cette rencontre. Sawa. Faut me montrer? Faut lui montrer?
La réserve du Manyara, dont le lac porte le même nom et dont le niveau varie considérablement au cours de l'année, est un excellent endroit pour l'observation des animaux. Pour les ornithologues, cette région d'Afrique est l'un des sanctuaires pour les échassiers. On peut aisément les comprendre. Si la cigogne leur est familière, leur regard sera attiré par le tantalibis, le pélican ou encore une autre espèce. Malheureusement, cette observation ne nous est pas favorable car le sol marécageux nous empêche de nous en approcher. De plus, le temps nous est compté, car la règle veut que notre retour au lodge ne dépasse pas 18 heures. Pourquoi ne pouvons-nous plus rouler dès que la nuit est tombée? Et pourquoi, au retour, faut-il respecter un certain horaire? Oui, c'est ça. Par exemple, maintenant, le parc s'ouvre à 6 heures, ça fait moins 6 heures, mais des fois, on rentre à 6 heures et quelques minutes. Ça, il y en a parce que avant, c'est vrai, il y en avait beaucoup de braconniers. Et puis, on était roulé jusqu'à 7 heures. Oui. Et puis, si tu dis, les gens à 7 heures, ils viennent 7 heures. Oui, il y a toujours un petit peu. Il y a toujours un petit peu. Oui, donc oui. Bon, la voiture parce que si la nuit ça tombe, il y a les phares. Il y a les phares. Bon, ils n'arrivent pas à connaître, bon, c'était les touristes ou c'était les braconniers. Sur le retour, nous croisons plusieurs espèces d'animaux, comme l'autruche, qui est la deuxième tour d'observation après la girafe. Ou encore l'élégant bubal, dont l'aire de répartition couvrait autrefois toute l'Afrique. Le Kobe émet une odeur huileuse. Cette émanation éloigne les prédateurs qui généralement choisissent des proies moins accommodantes. Quant au damalisque, il lui arrive d'observer son territoire du haut des termitières. D'où son nom anglais topi, qui provient du mot top, qui signifie sommet. Plus petit, le dik-dik, dont le nom s'apparente à la tonalité de son cri d'alarme. Il s'agit d'un minuscule ongulé du bush. Les cornes du buffle sont superbes aussi bien chez le mâle que chez la femelle. Réduites en poudre, les sorciers les utilisent pour guérir la stérilité féminine. Elles constituent également des arbres redoutables contre les prédateurs. Quant au phacochère, qui poursuivi par une lionne, partira en zigzag sa petite queue bien droite au-dessus de ses fesses. Nous avons aussi croisé d'autres équipages. Presque à chaque fois, les chauffeurs s'arrêtent. Mais que peuvent-ils bien se transmettre? D'abord, on commence. Ça va? Comment ça va? Où tu viens? Et puis après, tu peux demander qu'est-ce que tu as vu là où tu viens. À la Sibie, c'est pareil. Chaque campagne a sa fréquence. Oui. Quand je parle avec notre chauffeur guide de ton agence. Voilà. Oui. Par ces contacts, nous apprenons que non loin de là, se trouve une rivière qui permet d'apercevoir des marabouts et, si la chance nous sourit, des aigles pêcheurs. La chance nous sourit au-delà de nos espérances. Non seulement l'aigle pêcheur, mais également une ombrette et un héron. Sous leur regard impassible, se déroule l'accouplement de deux crocodiles du Nil, le plus grand reptile vivant.
Marie Kinsley écrit dans ses mémoires: À bord de la pirogue, au beau milieu d'une mangrove, le crocodile peut prendre appui sur son lit de boue. Et là, il devient vraiment intéressant. En effet, les crocodiles peuvent très bien, et ils ne s'en privent pas, déstabiliser l'embarcation et vous attirer dans l'eau. Ce pittoresque incident m'est arrivé 2 fois. La dernière, un puissant saurien mit ses pattes de devant sur l'arrière de mon canoë. Je dus me retirer à l'avant pour empêcher l'embarcation de chavirer et lui flanquer un bon coup de pagaie sur le museau. Dès qu'il fit mine de reculer, je pagayai jusqu'au milieu du lac en espérant que l'eau serait assez profonde pour lui ôter toute envie de répéter l'exploit. Ce n'était qu'un jeune schnappant mal élevé. Pour les marabouts, la seule chose qui pourrait les intéresser sont les petits crocodiles. Ceux-ci ne naîtront que dans 3 mois, après la ponte. La vie aux abords de l'eau est pleine d'intérêt pour celui qui prend le temps d'observer. Regardez ce martin pêcheur à tête grise. Ce varan du Nil qui prend son bain de soleil, ou encore ce héron à tête noire qui ne vit qu'en Afrique. Cette observation de la faune sauvage nous ramène inévitablement au lodge. Après une bonne douche, nous prenons possession du bar pour nous rafraîchir. Il est le lieu rêvé pour échanger nos impressions de la journée et comprendre les raisons qui ont incité Fraudi à devenir chauffeur-guide. Fraudi, toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire guide et chauffeur pour les safaris dans Tarangire et les autres parcs? J'étais à l'école primaire, après l'école secondaire, et puis j'étais allé au collège pour apprendre à faire des comptabilités. Et puis j'ai travaillé dans une compagnie, c'était les compagnies belgiques. Je suis venu avec mon patron. Avec ton patron? Voilà. Il m'a dit, bon, on va voir les animaux. Et puis moi, j'étais allé à l'école pour 4 ans. J'ai commencé d'abord 2 heures. Et puis j'ai amené les jours, mais j'ai trouvé, bon, ça c'est pas assez. Puis j'ai retourné encore à l'école. Et puis avec la vie, on dit la vie sauvage. La vie sauvage, il y a plein de choses. Comme je disais, il y a les oiseaux, les animaux, il y a des arbres, des rochers, connaître des paysages, même connaître, bon, si je vais se balader dans ce type de paysage, qu'est-ce que je vais trouver là? Par exemple, les guépards, si tu vas les trouver, il faut aller essayer de la plaine savane, pas de la forêt. Voilà. Allez Macron, n'oubliez pas que Meryl Streep, elle était heureuse ici. Ah ouais, Alors, c'est un beau film. Ah ouais, à un certain moment d'ailleurs. Dès l'aube, petit déjeuner et en route pour une nouvelle journée. Alors la jeunesse, bonjour. Bonjour, ça va? T'as bien dormi? Ah oui, et toi? Ah, impeccable. Oui. T'as fait des beaux rêves? Ah oui, Ouais. Tu es tout seul dans ton lit? Oui, je suis toute seule. Ah, t'es pas fatigué le matin alors? T'es en forme? On est plein en forme. Bravo mon petit pote. À tout à l'heure. À tout à l'heure. J'espère qu'on va voir des éléphants, des animaux sauvages. Hein.
Parce que jusqu'à présent, ils étaient très gentils, les animaux. Je l'espère aussi. Car ce matin, j'ai comme l'intuition que le silence de Fraudi en dit long sur la journée qui va se dérouler. Certains hommes, comme certains animaux, ne verront peut-être plus le soleil se lever. Pour le lionceau, une nouvelle journée commence. Bien caché dans ce rocher où sa mère lui a donné naissance, il a tout juste 5 semaines. Mais qui sont ces intrus qui se risquent à traverser son territoire? Une femelle guépard et ses 5 jeunes qui partent très certainement pour la chasse. Impatient, notre jeune lion décide aussi de partir à l'aventure sous le regard attentif de sa mère. Non, vraiment. Il semble que pour lui, il y ait encore trop d'inconnus. De retour, il se sent à nouveau en sécurité avec son frère dans ce rocher, d'où ils peuvent observer l'activité qui se déroule sous leurs yeux, sans en perdre une miette si l'on peut dire. Au début de l'humanité, il y a environ 3 millions d'années, l'homme se nourrissait en chassant. Aujourd'hui, toujours prédateur, il s'alimente occasionnellement de fruits et de plantes qui lui tombent sous la main. Sa position dans le complexe réseau de la nature ne diffère guère de celle des autres animaux, comme ces adzabés qui peuplent les bords du lac Eyazi. Mais la chasse n'a jamais été un sujet anodin. Parmi les derniers archers d'Afrique, ils chassent encore avec des flèches empoisonnées. Ils nous mettent face à la mort. Chaque espèce sur Terre dépend du reste du cosmos et tue pour vivre. Manger est un acte universel, quotidien et vital, qui définit l'appartenance à un groupe social et culturel. La forêt, pour l'instant, les nourrit. La forêt les abrite. Ils mènent cette vie de nomades primitifs depuis une dizaine de milliers d'années, dont leur évolution humaine va jusqu'à nos jours. Ils sont apparentés aux Bushman du Kalahari par leurs caractéristiques physiques et leur langage à clics. Suite à leur invitation, nous les suivons pour une partie de chasse au petit gibier. C'est ça, comme ça on va suivre un seul. Si on trouve quelque chose, on y communique. Ouais, comme ça on va les trouver. Alors on suit lequel? On les laisse chasser alors. Voilà. Ouais. Celui qui a le collier rouge? Voilà. On suit d'accord. Ouais, bon, on y va. Ok. Mais c'est avec difficulté que nous les talonnons. Ils sont agiles et se faufilent à travers les taillis d'épineux, tout en observant les alentours, à la recherche d'une proie. Brusquement, ils s'immobilisent comme un chien en arrêt, bandent leur arc, visent et tirent. Je n'ai rien vu. L'animal est déjà transpercé. Il monte à l'arbre avec souplesse et dextérité pour récupérer le trophée. J'ai l'impression de revivre ma jeunesse de boy scout. Mais pour nous, ce n'était qu'un jeu. Pour eux, c'est la vie. La survie, et tant pis pour les âmes sensibles.
De retour au camp, nous avons le privilège de nous initier à leur manière ancestrale. Je partage la pipe du chef, encouragé par mon entourage. Je te souhaite pas, hein, je te souhaite Ils chantent, dansent quand ils peuvent et vont en procession demander au génie de la forêt de les préserver de la maladie et du travail. Mais ces Adzabés insouciants sont appelés à disparaître quand il n'y aura plus de place sur cette terre pour les peuples candides. Si l'on devait trouver un lien entre le peuple des Adzabés et les éléphants, c'est l'annonce de leur disparition. Les éléphants ont toujours fasciné l'homme. C'est un symbole, celui de l'Afrique sauvage, des derniers espaces libres. Il représente à la fois la force et la sagesse, la violence et la tendresse. À l'inverse, l'éléphant se méfie de l'homme et de ses activités. Il a toujours été chassé pour sa viande et son ivoire. L'Afrique n'appartient plus aux éléphants. Ils sont confinés sur des espaces protégés, le reste du territoire appartenant maintenant aux hommes. Pour les éléphants, l'avenir est très sombre. Mais quelles seront les conséquences écologiques de cette régression, voire de cette disparition? Si le ciel peut s'assombrir pour les éléphants, il peut l'être aussi pour d'autres espèces, pour beaucoup de raisons. En parcourant la réserve, nous avons découvert la savane en feu. Ce feu est-il spontané, naturel? Oui, ça c'est le feu, ça fait pas le rangers qui brûle la savane. Ça, on dit, il fait l'émondage, pas le feu. L'émondage? Voilà, ça c'est le mot français. Bon, aujourd'hui on va brûler ce côté. Bon, il y a des ciseaux. Oh, ils surveillent d'abord, à voir s'il y a les oiseaux comme des pluviers, des vanneaux qu'il faut sonner en sol. Ils surveillent d'abord et puis ils savent à ce moment-là, il y a pas de... Bon, il n'y a pas de nid, il n'y a pas... Oui, il y a les animaux, mais c'est les animaux qui peuvent partir. Oui, qui peuvent partir, oui. Apparemment, cela fait le régal des cigognes et des barabous qui mangent toutes les sauterelles à la volée. Est-ce qu'on peut prendre au pied de la lettre ce que l'on lit dans un guide? Bon, ça dépend parce que le guide, il est fait par quelqu'un. C'est quelqu'un qui a fait le guide. Et puis, il a écrit qu'est-ce qu'il a vu. Ça veut dire, si tu es lisé, par exemple, au Manyara, il y a des lieux qui montent dans les arbres. Tu vois, tu peux rentrer au Manyara et puis tu ne trouves pas les lieux qui est dans un arbre. Mais lui, il a vu. Si je comprends bien, dans la nature, les règles, elles ne sont jamais toujours très précises. Ça peut varier voilà. En fonction pour manger, pour l'environnement, tout ça. Bon, pour dire, tous les jours a sa chance. Chaque seconde a sa chance. Même si tu fais la même piste 2 fois, tu ne vas pas trouver les mêmes choses. Ça change tout le temps. L'animal s'adapte parfaitement à voilà. l'endroit où il est.
Ok. Tu peux aller au Maniara et puis tu vois des lieux qui sont dans les arbres, mais si tu vas au Serengeti, au Tarangire, c'est là que tu vas voir des... Ah oui, oui. Voilà. Oui, donc faut pas trop se fier au guide. Voilà, oui. Mais la nature sait aussi se rendre belle. Elle sait aussi donner la vie. Après une courte gestation d'environ 110 jours, la lionne donnera naissance à une portée de 2 à 6 petits. Mais pour lui, il y a environ 12 mois de cela. On dit que l'amour ça creuse, et l'on dit aussi se payer la part du lion. Cette splendeur, cette puissance, cette majesté, on nourrit l'imaginaire de l'homme qui les admire et les redoute. Comme dans ce village au nom de Mabotsa. En 1843, des lions arrivés aux portes du village terrifiaient les habitants. David Livingstone, qui se trouvait là, décida de tuer un lion en espérant que les autres prendraient la fuite. C'est ce que je pensais. Je pris alors mon arme à feu et décidai les indigènes à prendre leurs lances et à me suivre. Je découvris un énorme lion derrière un buisson. Je visais et tirais. Tout de suite, je rechargeai mon arme, mais en un éclair, le lion était sur moi. Il m'attrapa par l'épaule et nous roulâmes tous deux à terre. Grognant terriblement, il me secoua. À ce moment précis, je ne ressentis ni douleur, ni crainte, ni angoisse. J'étais comme dans un état de semi-narcose. Voyant plusieurs villageois s'approcher, le lion bondit sur 2 d'entre eux, mais brusquement, l'animal s'effondra et mourut. Durant l'attaque, je reçus 11 marques de crocs et mon épaule gauche fut réduite en morceaux. Elle me fit souffrir le restant de ma vie. Ce sont les vautours qui sont les recycleurs des matières organiques les plus visibles. Les hyènes en font aussi partie, mais en réalité, elles chassent plus souvent qu'elles ne volent. L'inverse peut arriver aussi, où le lion vient dérober leur proie. Ainsi, le roi des animaux devient à son tour un vilain charognard. Quant au chacal, il a aussi ce rôle de fossoyeur dans une moindre mesure, mais quand l'occasion se présente seulement. Cette chaîne va jusqu'à l'infiniment petit, comme les chrysalides de mythe qui détruisent les cornes. Mort en 1873, David Livingstone fut rapatrié en Angleterre et c'est grâce à ce membre endommagé que son corps fut reconnu. Actuellement, il arrive que des touristes imprudents soient tués et mangés par des lions dans les parcs nationaux. Après son repas, le lion a besoin de boire abondamment, mais il peut se passer d'eau pendant de longues périodes si les réserves sont à sec. Le repos du lion mâle est sacré. Il y consacre 16 à 20 heures par jour, durant lesquelles rien ne va le perturber. Pas même la mouche tsetse, car celle-ci n'est pas néfaste pour les animaux sauvages. Elle est en réalité très dangereuse pour l'homme et les animaux domestiques.
Il n'est pas rare de voir en plein milieu de la savane des carrés de toile bleue. Pourquoi? Ça, c'est pour les attraper des mouches. Ils mettent les produits. Quel genre de mouches? Les mouches tsetse. Ah, les mouches tsetse. Voilà, c'est pas les mouches normales. Hein. Voilà. Alors, comment les attrapent-ils? Ils mettent les produits et puis avec des couleurs, parce que les couleurs c'est différent avec les paysages. Les mouches, s'ils voient des couleurs, ils sont intéressés à aller voir qu'est-ce que c'est que ça. Et puis quand ils touchent, tout de suite là, ils meurent. Mary Kingsley, qui les a en horreur, nous explique. La meilleure façon de réussir à les tuer, au lieu de frapper violemment, il faut approcher lentement le doigt, puis apposer une vigoureuse pression sur l'insecte pour l'écraser. De cette façon, vous êtes à peu près sûr de l'exterminer. Plongé ainsi dans l'eau, l'hippopotame est non seulement protégé des moustiques, mais également du soleil. Sa peau est en effet très fragile. Il simule des joutes avec sa gueule qui s'ouvre jusqu'à un angle de 150 degrés et possède de grosses dents broyant les végétaux comme le fruit très coriace du Kigelia, le célèbre arbre à saucisses. La situation est idéale pour ces toits d'Égypte, comme pour nous, qui pouvons les observer et les photographier. Mais ne vous y trompez pas. Sous leurs airs placides, les combats entre mâles sont fréquents et violents. Ils se terminent parfois par la mort des protagonistes. Ils sont à l'opposé de leurs cousins plus pacifistes. En effet, une étude génétique de 1977 a démontré que les plus proches parents de l'hippopotame sont les cétacés, comme les baleines ou les dauphins. Cette masse de 3 tonnes sortie de l'eau est impressionnante. La gueule me fait penser par sa forme à une tondeuse à gazon. Mais ne vous y fiez pas. Il ne faut jamais se trouver entre l'animal et son milieu aquatique. Il s'agit de l'une des bêtes les plus impliquées dans les accidents avec l'homme. Nous retrouvons la famille guépard, toujours à la recherche de nourriture. La chance lui sourit. L'une de ses proies favorites. Un jeune gnou qui a perdu la protection de sa mère et de son troupeau. Le taux de réussite de la chasse dans le parc du Serengeti est assez variable. De nombreuses menaces planent également sur ces félins. Ne serait-ce que la présence des véhicules des safaristes qui peuvent perturber le déroulement de leurs affûts. Si bien que certains spécialistes n'hésitent pas à affirmer que le guépard est menacé d'extinction malgré les efforts des hommes pour le sauver. Finalement trop impatients, les débutants vont rater leur chasse. Le petit gnou en sera quitte pour la peur. Nous n'étions pas les seuls à observer le spectacle. Le léopard sur sa branche est resté impassible. Pour lui, son heure viendra. Changement de stratégie. Cette fois, le guépard va opérer seul. Sa proie prédestinée est repérée. Il va s'approcher le plus près possible de sa victime et se figer à chaque fois qu'il risque de se faire repérer.
Ça y est, c'est parti, pour une course dont la vitesse de pointe atteint parfois les 105 km/h. Mais cette chasse du guépard sur les gazelles de Thompson se déroulera hors de notre champ de vision. Il en ira de même pour le léopard. Souvent confondu dans la savane avec le guépard, en raison de sa robe tachetée, le léopard est solitaire et essentiellement nocturne. Le léopard est considéré par les chasseurs comme l'un des plus beaux, voire le plus beau des trophées. Heureusement, de nos jours, ils ne sont plus que la proie des chasseurs-photographes. L'insouciance de ces impalas à la tombée du jour ne doit pas nous faire oublier que la chasse dans la savane ne se termine jamais. Les prédateurs sont aux aguets, à chaque instant, pour leur survie. Le sens inné de Fraudi pour l'affût des animaux nous a été très précieux durant cette observation de la vie sauvage. Aurait-il lui aussi l'instinct du chasseur, même si pour certains parler de chasse est inconvenant? Et pourtant, c'est bien souvent à des chasseurs que nous devons la création des réserves naturelles. Nous nous sommes quittés avec le secret espoir de nous revoir un jour pour une nouvelle chasse. Car finalement, dans la nature dite sauvage, l'on ne meurt rarement de vieillesse.